sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeudis. H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeudis. H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeudis. H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Vous qui aimez l'histoire, l'art. Voilà, mesdames, messieurs, mes chers amis, bonsoir et bienvenue à l'émission Screenshot. Donc, un plaisir toujours, chaque jeudi à cette heure-ci, pour la présentation de cette nouvelle émission, mais de cette belle émission, Screenshot, 56e sortie. Donc, aujourd'hui, nous avons une autre femme, une autre dame avec nous, toujours dans la thématique du 8 mars. 8 mars, qui est la Journée internationale des droits de la femme. Donc, la télévision H-Live décrète ce mois-ci, mois de la femme. Nous, à la télévision H-Live, à l'émission Screenshot plus particulièrement, nous avons décidé vraiment d'inviter que des femmes sur le plateau de Screenshot TV. Donc, voilà, aujourd'hui, nous avons un thème, c'est femmes, culture et identité. Avec nous, donc, nous avons Dounia Valtre, passée de présentation parce qu'elle est influenceuse. Mais en dehors de ça, elle est aussi journaliste à Canal+. Donc, c'est une collègue. Donc, Madame Valtre, bonsoir et bienvenue. Merci d'être là. Bonsoir, professeur Chéri. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne H-Live. Je pense que oui, je suis un petit peu passé de présentation, mais bon. En tout cas, vous êtes de la communauté, vous faites pas mal de choses. Je dis journaliste et puis influenceuse. Qui est Dounia? Ah, Dounia, c'est une journaliste, une chanteuse, une militante, une femme affirmée, avec un caractère, mais qui sait affirmer son identité, qui aime la culture, qui aime le milieu social, qui est une femme empathique et qui aime beaucoup aider les autres et qui aime beaucoup sa communauté. Et je précise toujours afro-caribéenne parce que je suis aussi dans le milieu afro. J'aime beaucoup la communauté africaine, mais aussi caribéenne, qui fait aussi partie de mon identité en tant qu'haïtienne. Voilà. Qui est Dounia. Ça tombe bien, le décor est planté. Ça, il parle de son identité. Voilà, donc elle aime l'Afrique, pourquoi pas, mais quand même caribéen aussi, caribéenne. Donc elle est toujours là. Donc merci Dounia encore de répondre à notre invitation, donc à la télévision H-Live TV, parce que la thématique de cette émission, toujours pour le mois de mars, c'est 8 mars. 8 mars, ça veut dire quoi pour vous? Écoute, déjà pour moi, le 8 mars, ça me rappelle, et ça parle pour moi d'émancipation. L'émancipation de la femme, les valeurs des droits des femmes, les femmes et leur identité, les femmes et leurs droits. Voilà, pour moi, c'est ça pour moi le 8 mars. Le 8 mars, c'est un jour exceptionnel qui nous rappelle le travail escompté, le travail autour des droits des femmes, l'émancipation et la parité aussi, la parité, parce que c'est important la parité. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la parité aussi c'est important. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites la parité? La parité, pour moi, c'est être, parce que
le droit des femmes, c'est un droit qui ne s'achète pas, qui devrait être un travail un peu collectif, un petit peu le travail de toute une nation, où la place de la femme a vraiment une importance essentielle dans la sphère du monde en général. Et la parité, elle commence déjà par exemple, dans le milieu du travail, que les femmes puissent être un peu égales, enfin même pas un peu, qu'elles doivent être égales. Voilà, c'est même pas un peu, c'est une femme doit être égale à un homme et avoir le même salaire. C'est pas parce que tu es une femme que tu dois toucher beaucoup moins qu'un homme sous prétexte parce que tu es une femme. Alors que là, on parle de parité, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'ouverture sociale, de permettre aussi à ces femmes cette chance aussi d'acquérir aussi des postes comme les hommes en tant que ministre dans des grandes choses. Je vais pas trop en dire, mais voilà. Quand je parle de parité, je parle de donner la chance aux femmes. Même chose qu'un homme. Voilà, la parité. Il y a un homme directeur, une femme directeur ou directrice, oui. Donc il doit avoir le même salaire pour les deux. Exactement. Donc la différence, c'est l'homme. Vous avez un directeur là qui a, je ne sais pas, je dis une bêtise, qui a 8 000 € comme salaire. Aussitôt qu'il est inversé, ou bien révoqué, ou bien remplacé, et puis la femme qui arrive, elle a 5 000. Oui. Donc on donne pas on garde pas le même salaire. Alors que à compétence égale, oui. Elle fait le même boulot. Elle fait le même boulot. Donc oui. C'est ça encore, on n'arrive pas à éradiquer dans la société en général. Oui, la parité est très difficile, même encore aujourd'hui, on le voit dans les équipes de sport féminines. Dans le sport féminin, les femmes, elles gagnent moins bien que dans le sport masculin, et pourtant, elles font le même sport. C'est juste que ce sont des femmes. Ils entraînent pareil, même terrain. Même terrain, oui. Donc, cette lutte, elle est encore difficile. Donc, pour moi, le 8 mars, c'est un jour pour moi qui rappelle que la femme, elle a son rôle essentiel dans cette société et qui doit être respectée comme toute personne. Voilà. D'accord, mais même si on parle de 8 mars, etc., mais vous estimez que depuis tout ce temps, parce que j'ai parlé plusieurs fois dans l'émission, donc depuis 1857, le problème se pose. Donc les femmes ont pris la rue en 1857 pour revendiquer des droits, etc., des droits d'égalité, etc. Mais aujourd'hui, ça se pose encore. Mais qu'est-ce qu'on doit faire d'après vous? Comment résoudre ce problème-là? Aujourd'hui, ça se pose encore, mais je trouve que ça s'est vachement plus démocratisé par rapport à il y a plusieurs années. Il y a plus d'associations, de personnes qui luttent au jour d'aujourd'hui avec des associations. Je peux te citer aussi parce que tu fais un travail extraordinaire pour les femmes. Il y en a pas beaucoup comme toi. Je trouve que ça commence un peu il commence à avoir des choses, mais il est vrai que c'est pas suffisant. Le travail il est encore loin et que oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, je pense que ce sont des leaders. C'est plus on aura des leaders, des femmes convaincantes, des femmes inspirantes, des femmes convaincues, des femmes qui savent ce qu'elles sont et qu'elles continueront toujours ce chemin de militantisme. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire entendre, voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Après ça, c'est mon idée. Sinon, carrément après, peut-être qu'il faut faire plus de choses. Mais en tout cas, moi, dans mon idée, faut persévérer dans ces combats, en tout cas. Si par hasard, vous demandez aux hommes d'encourager le travail effectué par les femmes, ou bien comment encourager les hommes à soutenir la lutte des femmes? Qu'est-ce que vous allez demander? Comment demander aux hommes? Bon, déjà, on est encore aujourd'hui dans une idéologie où l'homme, en tout cas certains hommes ont encore de grands discours masculinistes, je trouve, vis-à-vis des femmes. On a encore dans l'idée où on pense que la femme, forcément, elle doit cuisiner, elle doit rester à la maison, elle doit pas sortir, elle doit pas faire ceci, elle doit pas faire cela. Dans certaines cultures, l'identité de la femme est vraiment mise au plus bas. Bon, déjà il y a ça. Je pense que l'information, de faire savoir aussi aux hommes que oui,
regarde, laissez-nous aussi notre chance parce qu'on peut aussi vous montrer qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait. Et voilà, je pense qu'il y a de vendre notre cause. Je pense qu'il faut la vendre et il faut aussi en parler autour de nous, discuter des choses qui ne vont pas et nous faire accepter tout simplement. Pour moi, je vais te dire la vérité, faut carrément s'imposer en fait. Faut carrément s'imposer, bah bien sûr, parce que si tu attends qu'on te laisse ta place, c'est dans ce monde, c'est trop difficile. Parce que comme je viens de te dire, on est encore dans un monde où on a encore ces discours masculinistes, on a encore ces hommes qui ne croient pas en la valeur de la femme, on a encore voilà cette misogynie. Oui, on le retrouve surtout moi dans mon milieu, tu vois, dans le milieu de la culture, dans la technique, voilà, parce qu'on est amené à filmer, de réaliser, de courir derrière les artistes. Des fois, on est minimisé parce que il y avait ce problème et je pense que c'est la société aujourd'hui, tu vois, professeur Chéri, qui retarde certaines mentalités. C'est-à-dire que regarde, le droit à l'avortement, c'était il y a pas si longtemps quand tu regardes, le droit de vote, c'était il y a pas si longtemps pour les femmes quand tu regardes, et encore on est encore dans des problématiques où la parité, elle est pas encore totalement existante. On parle de beaucoup de choses, même dans le sport, tu vois, je t'avais parlé tout à l'heure des salaires. Oui. Donc je pense que ce sont les mentalités qui doivent changer et je pense qu'elles commencent à s'ouvrir petit à petit grâce à des grandes femmes, à des militantes qui aujourd'hui s'ouvrent sur les réseaux sociaux. On crée des groupes maintenant. On a la possibilité de créer des groupes de femmes, de s'exprimer en tant que femme. Voilà, je pense que oui, je pense que plus ces femmes-là, elles font le même travail dans un sens où faut un peu plus s'imposer, un peu plus raconter, parler, s'ouvrir. Je pense que ça, à un moment donné, les hommes, voilà. Après, c'est pas péjoratif parce que j'ai pas envie qu'on pense que oui, la fille girl power, féministe, ça y est, elle veut prendre le dessus sur les hommes. Non, c'est comme ça. C'est s'imposer, c'est tout. Je pense que s'imposer, c'est important. Et moi, je m'impose, je te le dis. Est-ce que vous êtes féministe? Oui, quelque part, et non quelque part. Ok. Oui et non. Ok. C'est-à-dire que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont pas compris ce que c'est que le féminisme. Tu vois? Ouais, je pense que ça dépend comment on perçoit le féminisme. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend. Pour moi, être féministe, c'est tout ce que je viens de t'énumérer. Ok. Tu vois, c'est tout ce que je viens de te dire. C'est ça pour moi une féministe. C'est les combats des femmes, c'est donner de la liberté à ces femmes, c'est la lutte contre la violence faite aux femmes, parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, ça aussi on est dans la même problématique. C'est toutes ces choses-là, c'est vraiment le vrai combat des femmes. Pour moi, si c'est ça que tu appelles féministe, quand tu me poses la question, oui, je pourrais te dire que oui, je suis féministe. Mais après, si c'est juste dire féministe, oui, c'est les femmes, voilà, girl power, on veut être devant, on veut... Non, c'est pas ça pour moi le féminisme, tu vois. D'accord. Le féminisme, c'est s'imposer dans son droit. Voilà. Merci, Dunia. Merci, je comprends réellement. Mais pendant ce temps, donc... oui, nous avons notre thème à débattre aujourd'hui, mais comme nous sommes toujours dans la lignée du UMAS, parce que c'est pourquoi nous réalisons toutes ces émissions, parce que pour mettre les femmes en valeur, les femmes en lumière, pour que les femmes puissent s'exprimer, faire comprendre à toute la communauté et aux autres communautés qui nous écoutent, qui nous regardent à la télévision H-Live, pour qu'elles puissent voir d'une manière différente que les femmes ne sont pas et ce que vous pensez un truc péjoratif, parce que la femme aussi ont des droits, les femmes peuvent travailler, font le boulot que les hommes font, même si il y a la différence c'est différence de sexe. Mais à part de ça, je sais que on dit que les femmes, il y a certaines choses qu'elles peuvent pas faire, oui, on n'a pas de même corpulence, mais il y a le plus souvent on dit, quand on voit une femme, on dit que ça, son garçon manqué. Donc c'est comme si dans sa corpulence, il est un homme, elle est un homme. Elle fait le boulot, elle prend le bureau, elle prend le truc comme un homme. On dit, c'est un garçon manqué. Oui, voilà, on dit ça. Péjoratif, carrément. Bon. Péjoratif. Je sais pas. Je sais pas, un garçon manqué, parce que ce que font pas mal de femmes,
c'est comme si qui reviennent le plus souvent aux hommes. Oui, il y a des femmes capables, il y a des femmes de courage. Ouais. Et ça, j'en disconviens pas, je suis 100% d'accord avec toi. Il y a des femmes capables, il y a des femmes de courage, il y a des femmes qui sont autant passionnées par des métiers, ce qu'on appelle communément des métiers d'hommes. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je te dis qu'il n'y a pas de métier d'homme. Ah ouais? Non. Est-ce qu'il y a des métiers de femmes? Non, il y a pas de il y a des métiers, je peux dire que tout le monde peut les faire. Je t'assure. Vraiment, tout le monde peut les faire. Aujourd'hui, oui. Avant, il y a quelques années, je t'aurais dit non parce que, voilà, on avait des idées, des préconçus sur certaines femmes où une femme c'était à la cuisine, elle devait s'occuper des enfants, elle devait être mariée, des idées préconçues. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, de cette nouvelle génération, tu peux très bien tomber, voir des femmes, elles vont à l'école faire des études de mécanique, donc elles peuvent travailler dans la mécanique. Après, là, on parle plus de la force physique. Est-ce qu'une femme a la même force physique qu'un homme? Non, jamais. Jamais. C'est là qu'on est, ouais, c'est ça que j'aimerais établir cette différence. Jamais. C'est impossible. À part si cette femme-là, parce que j'ai déjà vu des femmes mettre des dérouillés à des hommes. Oui. J'ai déjà vu ça. C'est pourquoi on dit cette femme-là, c'est un garçon maquillé. J'ai déjà vu des femmes mettre des dérouillés. Après, je pense qu'il y a des forces que tu peux avoir à partir du moment où tout est dans l'esprit, où t'as des idées de voilà, pas te laisser faire, comme dans la vie. Quand on veut pas se laisser faire, on se bat pour ça. Mais pour moi, il n'y a pas de métier pour hommes et il n'y a pas de métier pour femmes. Pour moi, il y en a pas. Pour moi, les femmes peuvent faire les métiers des hommes et les hommes peuvent faire aussi tout métier. Voilà, pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Tout le monde peut faire les métiers. Si moi demain j'ai envie de travailler dans la maçonnerie, bah pourquoi je le ferais pas? Parce que vous ne pouvez pas soulever les papins. Ça va pas la tête? Vous pouvez soulever les papins? Ah bah oui. Ah mais il y a certaines femmes qui ne le pourront pas. Ben pourtant dans la maçonnerie il y a des femmes. Dans le milieu de la maçonnerie. J'en ai vu. Moi, c'est pas facile pour trouver des femmes dans... Ah, pourtant, il y en a. Je te dis avant... Dans la sécurité. Oh là, c'est là, il y en a eu beaucoup, là. Ah ouais? Ah oui, surtout avec les chiens. Les femmes être aux chiens, tout ça, oui, si. Maintenant, je trouve que... voilà. Après, est-ce qu'elles auront les mêmes... comment te dire, elles seront traitées pareil, je ne sais pas, ou effectivement, tu vois ces idées où on pense qu'une femme ne peut pas lever un parpaing, ne peut pas lever, tu vois, ça me dérange un peu. Ok. Ça me dérange. Ça, c'est le côté féministe, là, qui s'exprime. Non, ça me dérange. Non, ça me dérange parce qu'on est quand même au 21e siècle et de nos jours, maintenant, l'évolution, les choses ne sont plus les mêmes. Une femme, elle peut très bien lever un parpaing parce que soit elle peut se faire aider, soit elle peut lever aussi un parpaing parce qu'on est dans une technologie où maintenant tout est, tu sais, mécanique. Donc voilà, elle peut très bien faire une formation aussi mécanique. Elle peut très bien se faire aider. Et puis qui vous dit que elle a pas fait des formations, elle fait pas de la musculation, elle fait pas de sport justement pour se faire violence, voilà, et elle fait ce qu'elle peut, mais une femme, pour moi, elle peut faire le travail d'un homme sans problème. Comme ce qu'on appelle un travail d'homme avant, ce qui pour moi n'est pas un travail d'homme aujourd'hui, parce que pour moi une femme elle peut tout faire. Il y a pas de problème avec ça. Oh mon Dieu. Bon, merci Donia. Je crois que vous avez assez et déballé sur la question des femmes et de 8 mars, mais n'oubliez pas que le thème que nous allons traiter, que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, c'est femmes, culture et identité. D'abord, vous travaillez dans le média, vous êtes quand même journaliste et vous faites des reportages, vous travaillez avec des artistes, vous travaillez avec des gens, mais la culture pour vous, donc ça veut dire quoi? Pour moi, la culture... Une femme dans la culture. Une femme, hein. Pas la culture en général. Bon, la culture générale, c'est quoi? Donc, bon, chaque personne voit la culture d'une manière différente. Oui. Donc, c'est pas un truc défini qui a une définition propre, certes, parce que c'est tellement, comment dire, large. Donc, vous définissez la culture comment? Bon, pour moi, la culture, c'est l'identité. Okay. C'est l'identité. Voilà, c'est pour moi culture rime avec identité, avec passion, avec
beaucoup de choses. Voilà, pour moi, c'est ça la culture. Pour moi, la culture, c'est l'identité. D'accord. Donc, et je crois que quand vous parlez, je crois dans l'introduction, vous parlez de afro, caribéen, etc. Donc, est-ce que par rapport à tout ça, chaque coin du monde, il y a une culture propre à eux-mêmes? En Afrique, il y a une sorte de culture. Quand on parle, on dit la culture africaine, la culture caribéenne, la culture haïtienne même, etc. Donc, parmi tout ça, vous vous situez où? La culture haïtienne, caribéenne, même si Haïti fait partie de la Caraïbe, ou bien Afrique? Je pense on s'identifie plus à la culture qu'on connaît le mieux. Et qu'on connaît, et avec quoi on a grandi, et nos racines et ce que nous avons appris. Parce que pour moi, la culture, elle se transmet par la mère. Mm-hmm. Par la mère, d'abord, par les croyances, par les pratiques depuis ton enfance. Voilà. Pour moi, la culture, elle se transmet déjà très très jeune, par le parent, par la mère, par les grands-parents, par la famille, par les contes, par les histoires racontées. Voilà, pour moi la culture elle commence de là. Voilà pourquoi quand on dit qu'un enfant, une personne, quelle que soit la personne, dès qu'elle a pas eu ses bases, tu sais, quand elle a grandi déjà, ben déjà elle est un petit peu déracinée. Il te manque quelque chose. Donc après je dis pas, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été abandonnés et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas cherché à connaître un petit peu plus leurs racines, un petit peu plus leur culture. Voilà. Pour moi la culture elle commence comme ça, elle commence vraiment bas âge, par tes parents, par ta famille, par les histoires racontées, par les contes, par les livres, etc. Et ensuite cette culture là, une fois que tu l'as développée et que tu te l'es imprégnée, d'accord? Ben là, en fait, ce qui va se passer, c'est que après, toi, tu vas les distribuer. Tu vas aller apprendre de cette culture aux autres, tu vois? Et partager ta culture aux autres. Et moi, personnellement, je vais te dire la vérité, je connais mieux la culture haïtienne. Forcément. Donc c'est cette culture-là que demain, moi, je vais aller partager. Je vais faire connaître ma culture par les chants, par la musique, par la gastronomie, par le sport des fois même, tu vois, par la musique, par les traditions. Moi, je vais distribuer cette culture. Et après, les autres, de eux, je vais apprendre de leur culture. Tu vois. Et selon ce que moi j'apprends, ben moi je distribue ce que moi je sais de leur culture. Donc ça peut être par les voyages, ça peut être par les concerts, parce que souvent tu sais, tu as des concerts africains, ça peut être par l'histoire commune qui est racontée entre deux peuples qui peuvent finalement s'assembler, se ressembler, tu vois. Voilà, pour moi la culture ça démarre des racines. Voilà, pour moi la culture c'est la racine, c'est la base de l'histoire. Elle commence par un arbre, tu grandis avec, tu t'imprègnes de cette culture. Et ensuite, tu distribues après cette culture aux autres pour les. Vous êtes de quelle origine même? Je suis haïtienne. Vous êtes sûr? Oui, on a toujours des petites origines. J'ai de la chance d'avoir des origines latines aussi. D'accord. Oui, mais quand même, vous fréquentez pas mal d'autres personnes de cultures différentes, non? Ben parce que. Ben parce que déjà la chose qui fait que je fréquente beaucoup d'autres cultures, c'est parce que déjà il y a un truc que j'avais envie de faire depuis le départ, c'est de faire apprendre de ma culture aux autres. Tu vois, moi je suis persuadée, j'en suis persuadée et je mets ma main coupée que au jour d'aujourd'hui, quand tu vois le développement, la démocratisation du compas, comment le compas s'est démocratisé, quand les musiques elles s'ouvrent au jour d'aujourd'hui à une certaine communauté, je pense que ce sont des gens comme moi qui ont fait le travail. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que du coup, si toi tu vas pas vendre ta culture, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'Haïti c'est le premier pays indépendant. C'est bête, mais tu vois, c'est dommage. Tu vois, moi mes enfants, moi à la base de mon fils, je lui raconte toujours l'histoire de notre pays et l'histoire d'autres pays, etc. Et je trouve ça pas normal que en 2026 au jour d'aujourd'hui, t'as encore des jeunes générations qui ne connaissent même pas encore, qui connaissent pas Haïti. Une fois, on m'avait dit Haïti, Tahiti, c'est où ça?
Tahiti, tu vois. Ouais. Et ça m'a choqué qu'on On dise. prend Haïti pour Tahiti. Oui, Ouais. et c'est embêtant, ou tu vois, c'est une frustration. Tu vois, cette frustration où tu te dis, mais mince, c'est pas possible, mais comment moi je sais et lui sait pas. Et grâce au militantisme, au panafricanisme qu'on rencontre au jour d'aujourd'hui, et les réseaux sociaux, ce compas, cette musique qui est dansée aujourd'hui partout, ce qui est dansé par un Sénégalais, un Arabe, excusez-moi de dire, mais toutes les nations aujourd'hui connaissent maintenant, savent que le compas appartient aux Haïtiens. À l'époque, ils l'entendaient, mais comme on dit la caillou, yota by vague, peut-être qu'on a à Kimoun que, tu vois, maintenant ils savent. Je pense que ce sont des gens comme moi qui ont fait le travail. Vous êtes déjà allé à Haïti? Vous êtes né à Haïti? Oui, non. Comme je suis déjà allé à Haïti, je suis né à Haïti, je suis né ici, mais oui, je suis déjà allé en Haïti. Vous êtes retourné à Haïti? Oui, mais ça fait des années. Hein. Ça fait des années. Qu'est-ce que vous vous rappelez d'Haïti? Vous avez un petit souvenir? C'est vivant. Dites-moi. Haïti, je trouve ça vivant, Haïti. C'est-à-dire que Haïti, je trouve que c'est une nation que malgré ce qu'on connaît, on peut raconter sur Haïti, Ouais. je les trouve souriants, vivants. Voilà, c'est différent. Il n'y a pas de tristesse en fait. Voilà, il n'y a pas de tristesse. Les gens sont contents en fait. Les gens vivent, ils chantent, ils dansent. Même ici d'ailleurs. Hein. Je trouve que les Haïtiens, même en France, on dirait qu'ils n'ont pas de tristesse. Je les vois toujours contents, les Haïtiens. Oui, oui, c'est ça que je veux te dire. Voilà, tu as eu le mot. J'ai l'impression qu'ici... Oui, tout c'est à ça. fait. En fait, on est très joyeux. Oui, on a un peuple très joyeux. Tu sais, il y a pas longtemps, j'ai vu sur une vidéo, il y a même pas longtemps, il y a un Maghrébin qui sait, il vit au Canada et c'est la première fois qu'il commence à vivre au Canada. Il connaissait pas bien le Canada et il a été accueilli par les Haïtiens. Il me dit, mais les Haïtiens, mais je vous jalouse. Vous êtes tellement vivants, vous êtes un peuple, on dirait même pas que vous avez des problèmes. Et c'est vrai, je suis d'accord avec lui. C'est ça. Ouais. Donc Haïti, et que vous viviez à un certain moment, donc elle vous manque toujours. Ou bien la culture haïtienne et quand même vous manque, même si vous exercez pas ici, vous vendez la culture, etc. Mais à la source, ça vous manque. Bon, je pense que... écoute, professeur, ce serait grave de dire qu'Haïti manquerait pas. Ce serait grave de dire que ça manque pas. Ouais. Bien sûr. Mais quand ça nous manque, où est-ce qu'on va chercher ce manque? Dans les événements. Ouais. Au contraire. On va participer tant bien que mal. Moi, j'ai une jeune collègue, consoeur, là, qui a créé un mouvement jeune identitaire haïtien pour aider, tu sais, cette communauté et notre communauté aussi en Haïti. Elle a créé un groupe et elle demande, Gigi d'ailleurs, elle demande des participations. On a pu aider pour aider Haïti pour des kits. C'est-à-dire que on est loin du pays, mais on est tout près finalement, parce qu'on est souvent amené à devoir se déplacer, que ce soit. Voilà. Après, faut aimer sa culture. Moi, je dis, faut aimer. Tant que tu aimeras ta culture, même si tu es loin de ta culture, il faut faire en sorte de t'y approcher le plus possible. C'est-à-dire que dès que il y a un événement, un mouvement social ou quelque chose, ou de la musique, ou je veux dire par exemple une soirée, une journée carnavalesque, à défaut de pouvoir aller au carnaval en Haïti, on va au carnaval ici. On s'y rapproche tant bien que mal, voilà, c'est ce que je pourrais dire. Et c'est d'aider aussi son pays tant bien que mal, avec des heures, avec de la musique, de la saveur, des restaurants, de la gastronomie, voilà. C'est tout. Voilà. Régie, nous allons prendre une première pause. Je demande à toutes les spectatrices et les spectateurs de ne pas bouger. On revient tout de suite après la pause. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeudis, HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.
Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeudis, H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Voilà, mesdames, messieurs, merci encore de brancher la télévision H-Live, l'émission Screenshot chaque jeudi, vous le savez, à 21h. Nous sommes à la 56e émission. Donc, aujourd'hui, nous avons notre invité, c'est Dounia Valdre, journaliste Canal+, et puis influenceuse. Et vous savez, elle fait beaucoup de choses encore dans la communauté. Je disais tantôt qu'elle est passée de présentation. C'est une animatrice, elle est toujours dans... Elle vit sa culture à fond. Donc, nous avons le privilège de traiter avec elle ces femmes, culture et identité. Et vous voyez comment elle a campé la culture. Pour elle, parce que la culture est tellement large. Pour elle, c'est de vivre, de vendre sa culture en fonction. Et c'est par rapport c'est-à-dire que, aux ancêtres. C'est-à-dire que sa mère, sa grand-mère, son père, son grand-père, etc. Tout ce qu'on partage avec, c'est ça la culture et les traditions. Et puis, elle sait très bien qu'elle doit, en quelque sorte, repartager ça, partager ça avec d'autres personnes et avec son enfant ou ses enfants et son entourage, donc pour en quelque sorte comprendre et c'est quoi la culture haïtienne. Donc et Dounia encore, et je suis content que vous êtes là avec moi pour aller à l'émission Screenshot. Donc avec plaisir. La culture haïtienne pour vous, et il y a pas mal de choses, etc. Donc, vous parlez tout à l'heure des contes, des histoires, etc. Vous avez eu la chance que vos grands-parents partageaient avec vous les histoires du pays, les proverbes, tout ça, non? Oui, alors moi j'ai eu une éducation très stricte, professeur Chéri. Alors je vais pas choquer les gens et j'espère pas les choquer. Alors j'ai une éducation très stricte où j'étais obligée de lire. Ok. C'est-à-dire que mon père, il nous imposait de lire un livre par semaine. Wow. Donc déjà, c'était très lourd pour nous parce que contrairement à des enfants normaux, je dis pas que nous on devait le week-end. Ça vous a servi, hein? Oui, mais nous le week-end, on était obligé d'aller à la bibliothèque pendant 2-3 heures. Et mon père nous imposait vraiment. Après avoir lu, il faut faire un résumé. Oui, c'était très dur. On avait aussi un professeur qui venait aussi à domicile. On avait un professeur de maths qui venait une fois par semaine et de français qui venait à la maison. Ouais. Pour en venir à ce que je voulais dire. Ouais. Et donc il y avait l'orthographe, il y avait la littérature, il y avait l'écriture et il y avait aussi écrire le créole. Savoir écrire le créole. Parce que moi, mon père, en fait, est-ce que vous savez écrire le créole? Bien, très bien. Est-ce que vous parlez le créole aussi? Très bien. Heureusement. Heureusement. Vous connaissez pas le créole? Bah oui, je ne connais pas les créoles. Qu'est-ce qu'on dit en créole? Sauf il me dit. Oui, mais on connaît que si ça dit des papas là, comment tu quand lit et puis qui professeur ça a été après non? Ben déjà écrit par les créoles. Voilà, c'était une non philosophie papa. C'était pour m'écrire et quand parler créole. Mais par contre, mon bagage qui est très bizarre, papa m'a pas imposé me parler créole à la maison. Ouais. Ouais, ça veut dire que lui-même, que nous parlons français à la maison, au contraire, bon français, ça va, ça passe. Ça passe. Mais, faut que nous voilà, par rapport à ma belle-mère, elle qui a posé le créole. Mais mon père, bon, il est venu ici jeune, il a fait ses études, voilà, il préférait qu'on parle français. Mais par contre, dans tout ce qui était écriture, littérature, etc., il était plus dans la maîtrise créole. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième personne que j'appelle un pilier pour moi. Bon, elle est plus ce monde-là, qui est donc ma grand-mère, avec qui j'ai vécu pendant pas mal d'années, qui était vraiment mon pilier. C'était la mère à mon
à mon papa. Et c'est à cause d'elle même je parle créole, je vais te dire. C'est à cause d'elle, ou grâce à elle. Ouais. Tu vois, parce que c'était une femme qui parlait que l'espagnol. Et elle parlait que l'espagnol et que le créole. Malgré elle a vécu plus de 47 ans, 50 ans à Caracas. Après, elle est venue dans les années 2000 en France. Donc, et puis j'ai habité un petit moment avec elle. Donc la cuisine, tout ça haïtienne, c'était vraiment. Elle faisait pas d'efforts. Et quand elle est venue, quand elle habitait ici en France, elle voulait pas faire d'efforts, même de parler 1 gramme de français. Donc quand tu vivais avec elle, tu n'avais pas le choix. Et elle me racontait tout d'Haïti, les traditions, le café, les choses comme ça. Et je pense qu'avec elle, j'en ai beaucoup appris. Donc quand elle est partie, c'est carrément un dictionnaire qui est parti. Waouh. Avec elle. Je pense que mon père, il y a des choses qu'il aurait pu peut-être un peu plus m'apprendre, à part tout ce qui était écriture, littérature. Et j'étais très passionnée aussi de peinture. Parce que j'ai eu de la chance d'avoir pratiquement la moitié de maisons, ou bien quelques maisons qui font de la peinture naïve haïtienne. Tu vois, la peinture naïve haïtienne, j'ai baigné aussi dans la peinture naïve haïtienne. J'adore la peinture haïtienne colorée, ses couleurs. Et c'est pour ça que j'ai une 40aine de tableaux chez moi. Je suis accro à la peinture haïtienne, à l'art haïtien. Ah ouais? Je suis accro, ouais. Que ce soit les statuettes ou les... voilà. C'est bien. Je suis accro à l'art tout court. Et je pense que j'ai appris ça à ma fille, parce que ma fille, maintenant, elle fait des études d'architecture. Tout ce qui est art. Je suis en présence d'une femme de culture. La culture, mais... Est-ce que vous estimez que la culture haïtienne est riche? Bien sûr. Ah oui. Comment pouvez-vous expliquer ça? Ah oui, plus que riche. Plus que riche. Ah bon? Tu vois, ah bah oui, elle est plus que riche, la culture haïtienne. Elle est riche par tout ce que je viens de te présenter. Regarde, il y a l'art, il y a l'art haïtien, l'art naïf haïtien. On a des écrivains, on a des... Non, il y a des histoires à raconter. Il y a le vaudou haïtien qui se raconte aussi. Tu vois, il y a des légendes haïtiennes, il y a des chants, il y a le rara, Je pense que la culture haïtienne, c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de racines identitaires. Si tu n'as pas grandi dans la culture haïtienne, avec des grands-parents, de la famille, ça va être très difficile de comprendre, de faire suivre le bateau. Parce que même au jour d'aujourd'hui, même à mon âge, et j'en suis sûr que beaucoup d'haïtiennes aujourd'hui, téléspectateurs qui vont me regarder aujourd'hui, on en apprend encore. Je sais pas si ça te fait ça. Oui, tout à fait. Il y a des choses que tu découvres, tu dis, ah bon? Parce que c'est un mélange. Haïti, pourquoi c'est riche? Parce que c'est un mélange de plusieurs cultures. C'est un mélange de culture latino, culture indienne, africaine, culture créole, amérindienne. Enfin, il y a tellement de choses à apprendre, tu vois. Par exemple, d'où vient le cassave? Pourquoi? Tu vois, c'est des choses. Il y a les traditions, il y a des divinités, il y a les traditions. Il y a beaucoup de choses. Et je pense que oui, c'est riche grâce à toutes ces choses-là. Tu sais, dernièrement, j'ai fait 3 heures de route pour aller en Champagne-Ardenne avec un Africain, donc qui adore. D'ailleurs, j'ai hâte que ce reportage y sorte, parce qu'à un moment donné, il m'a fait goûter son champagne, parce que tu sais, il travaille avec un vignoble, il a créé sa marque de champagne. Et je lui disais, avec quoi à ton avis, je goûtais ce champagne, et je lui dis, avec quoi à ton avis je pourrais manger ça? Il me dit ça avec du pickles. Il est de Congo. Oui. Il me dit pickles. Il me dit ça, un petit peut-être banane. Et puis il me dit cola à pois. Je dis tu vois, j'ai hâte que ce truc. Et puis ça, je te vois bien boire. Tu vois, il me donnait des idées avec quoi je pouvais boire son champagne. Et j'ai dit c'est incroyable. Comment il connaît ça? Il est pas haïtien. Il est pas haïtien. Il est du Congo. Il est pas haïtien du tout. Et voilà, c'est ça. Et je pense que. Il a été en Haïti une fois? Non. Mais il s'y intéresse. Ouais. Et dans la voiture, tu vois, on a parlé de divinité, de vaudouisme, parce que lui, il comprenait pas comment on peut dire être vaudou, et puis, en même temps, t'es croyant. Je lui disais, tu sais, parce que
pour certaines personnes, je vais expliquer en Haïti, qui ont ces deux mélanges-là, parce qu'il y a des gens, pour eux, c'est une façon de vivre, c'est pas forcément une religion. Et il y a des gens qui vont le mettre dans la partie religion, tu vois. Il y a des gens qui vont mettre le vaudou comme une religion, et tu as des gens qui vont utiliser le vaudou, parce que tu sais, c'est un syncrétisme, le vaudou entre la religion chrétienne, parce que tu as des gens aussi qui mélangent la religion chrétienne, puisque c'est un syncrétisme, du coup, et la religion vaudou. Et tu as des gens qui vont l'utiliser que en religion, et t'en as qui vont l'utiliser qu'en façon de vivre. Donc si tu l'utilises le vaudou en manière de vivre, forcément tu iras à l'église le dimanche. Mais si tu fais vraiment la part des choses, tu vas différencier. Et j'essaie de lui expliquer ça. Et il était vraiment impressionné. Et je suis sûre que quand il est parti, il a appris des choses. Et moi, j'ai aussi appris des choses de sa culture. Donc voilà. Donc il comprenait pas comment ça se fait qu'il y a des Haïtiens qui se disent être vaudouistes et ils les voient à l'église. Et j'étais obligée de lui expliquer pourquoi. J'étais obligée de lui dire, voilà, c'est tout simplement pour ça, pour telle raison. Et je pense qu'on en apprend tous les jours. Et même au jour d'aujourd'hui, je te dirais pas que je sais tout. Non. Je te dirais pas que je sais tout. Mais j'en sais beaucoup. Mais je te dirais pas que je sais tout parce qu'on finit jamais, je te jure, professeur Chéri, on finit jamais d'apprendre tellement la culture haïtienne, elle est riche. J'en suis sûre. Vous venez d'évoquer un point qui m'intéresse beaucoup quand on parle du vaudou. Dans la culture haïtienne. Donc, vous dites que il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre le vaudou et la religion chrétienne. La religion, tout à fait. Oui. Vous la faites. Bien sûr. Vous la faites. Est-ce que vous êtes vaudouisant? Non, je pourrais pas dire que je suis vaudouisante. Okay. Parce que est-ce que vous êtes je pourrais pas dire que je suis vaudouisante parce que pour moi c'est pour moi, vaudouisant, c'est un vaudouisant, tu vois. C'est quelqu'un qui pratique souvent et qui a ses préceptes et qui l'utilise dans sa vie de tous les jours, qui a le jeudi il va faire ça, le mardi, tu vois. J'en suis pas là, non. Mais j'y crois. Tu vois, il y a une différence, tu vois. J'y crois. J'y crois parce que ne pas y croire, pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est renier son identité. Ouais. Tu comprends? Ouais. Je crois. Ouais. Ok, mais je ne suis pas vaudouisant. Je crois en ma culture. Voilà, pour moi, ça fait aussi partie de la culture. Parce que je ne mettrais pas ça en religion pour moi, tu vois. C'est pas une religion. Non. Pour certaines personnes, c'en est une. Pour vous. Pour moi, non, pas du tout. Pour moi, c'est une manière de vivre qui fait partie de l'identité de tierces personnes. J'ai pensé à Edouard Valentin tout de suite, qui était là, dans un thème vraiment éblouissant à cette époque-là, qui parlait du vaudou, donc en quelque sorte, parce que lui, il dit que dans le vaudou, donc Dessalines, c'était un vaudouisant. Ce sont les ancêtres, fait partie des ancêtres, donc il dit que ce que Dessalines a fait, Jésus ne l'avait pas fait. Parce qu'il considère que Dessalines a libéré notre pays. C'est notre libérateur. Donc il compare Dessalines avec Jésus parce que lui, il a de culture vaudouisante. Ouais, il est vaudou. Oui, il est vaudou. Donc voilà comment il a attrapé. Donc il ne parle pas de religion. Il estime que vaudou, pareil comme vous, c'est pas une religion, mais c'est une manière de vivre, une manière de réfléchir. Être vaudouisant, c'est quelqu'un qui a un esprit ouvert, qui peut aller vers tous les autres, etc. C'est pourquoi celui qui est comme ça peut aller à l'église, soit catholique ou protestant, etc. Et puis, demain matin, il a expliqué beaucoup de choses, parce que pour nous, être chrétien, d'après ce qu'on dit, donc il faut arrêter, même si vous mangez, vous ne pouvez pas boire un petit verre, même le vin, le vrai chrétien ne boit même pas le vin, parce qu'on dit que c'est alcoolisé, donc chaque personne conçoit, c'est-à-dire que sa religion d'une manière différente. Vous voyez? Donc, le vaudou, on dit que c'est très ouvert. Donc, vous, en principe, on peut considérer que Dounia, c'est quelqu'un qui est ouvert parce que il n'est pas vaudouisant d'après la manière dont on définit le vaudou, mais une adepte, si je peux dire ça comme ça. Écoute, je ne vais pas renier, je peux pas renier, parce que déjà, pour moi, renier le vaudou, pour moi, c'est grave. Ouais, pour moi, c'est grave. C'est ne pas reconnaître ton identité. Franchement, ouais. Partie de l'identité. Franchement, ouais. Parce que nos ancêtres ont été oppressés pour ça.
Ouais. Tu comprends? Ils ont été oppressés pour ça. Et je pense que s'il n'y aurait pas eu le vaudou, est-ce que nous aurions eu cette liberté que nous avions eu il y a des siècles? Est-ce que nous l'aurions eu? Peut-être que c'est ça aussi qui nous a sauvés. Ça, c'est à voir. C'est peut-être ça aussi qui nous a sauvés. Ouais. C'est peut-être cette identité, c'est peut-être cette revendication, c'est peut-être cette force qui nous a habités à cette époque-là et qui fait que Haïti est ce qu'il est aujourd'hui. Tu vois. Après, n'oublions pas que la religion chrétienne, qui est une très bonne religion, que tout le monde a le droit de prier. Hein. Moi, je ne juge jamais quelqu'un par ses croyances, bien au contraire. Mais ce que il y a des gens qui sont panafricanistes et qui vont te dire, mais c'est une religion qui a été imposée. Dans certaines tribus, dans certains endroits, ça a été imposé. Tu vois, c'est d'ailleurs pour ça que tu retrouves dans la religion vaudou, tu retrouves des personnalités, enfin du moins des prophètes, des Saint Gérard, des Saint Michel, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, qui est mélangé aujourd'hui avec la religion vaudou, parce que à l'époque, quand le maître te voyait prier une autre chose que la religion chrétienne que lui t'avait imposée, ben on te tuait pour ça. Donc voilà comment est né le syncrétisme entre le vaudou et la religion chrétienne. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, tu retrouves de la religion chrétienne dans le vaudouiste. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vaudouistes qui te diront, oui, je suis chrétien, mais je suis aussi vaudouiste. Tu vois? Parce que pour eux, effectivement, c'est une façon de vivre. Alors, quand on connaît l'histoire comme moi, je la connais, ben non, on peut pas renier la religion du vaudou. On peut pas, et pour moi c'est comme arracher un bras. Oui, j'y crois. Oui, je dirais pas. Pourquoi je dis j'y crois? Parce que je vois pas ça comme une religion. Tu vois, j'y crois parce que ça fait partie de l'identité haïtienne, c'est la culture haïtienne, et sans le vaudou, je pense que. Et puis, des fois quand on dit vaudou, on voit vaudou négativement, alors que pas forcément. Dans le vaudou, tu peux aussi apprendre les plantes. Tu peux apprendre aussi à te soigner. Tu peux apprendre, voilà, parce que nous, on a cette chance et cette particularité, les Haïtiens, de maîtriser la botanique. Tu vois, de maîtriser la botanique. Et le vaudou aussi, je pense qu'il y a des gens aussi qui pratiquent aussi le vaudou pour ça. Et aussi parce que, voilà, ça fait partie, comme je te dis, de cette identité propre. Et oui, j'y crois. Et ça me dérangerait pas d'aller manger avec des vaudouistes, et il y a aussi autre chose que je sais pas si je dois le dire ou pas, parce que tu sais, moi j'ai très difficilement peur aussi de parler de moi, mais j'ai mon arrière-grand-mère, donc Grande Mora, qui est décédée en Haïti, qui était prêtresse vaudou. Ok. Donc la mère de ma grand-mère, elle pratiquait, et pour te dire, quand elle est décédée, quand elle est décédée, on disait même que quand j'étais petite, c'est elle qui m'avait brûlé le dos, parce qu'il y avait une histoire de trucs, il y avait une histoire quand je suis venue en France, après on m'a soigné le dos, etc. Mais c'était une femme qui était tellement admirée parce qu'elle a utilisé le vaudou pour soigner des gens. Mais quand je te dis soigner, c'est-à-dire qu'elle a accouché des femmes, elle a pris soin de femmes, de beaucoup de gens. Et quand elle est décédée, je te dis qu'il y avait même plus de place, hein. À l'extérieur, ni dehors, ni. C'est une femme qui était tellement admirée parce que elle a jamais pratiqué pour faire du mal ou pour s'attaquer aux gens, ou comme on a diabolisé le vaudou et tout, alors qu'à la base le vaudou c'est pas du tout pour faire du mal, tu vois. Il y a des gens qui diabolisent pour que justement les gens aient peur de découvrir la culture. Mais en soi, tu vois, elle allait aussi à l'église, mon arrière-grand-mère. Ouais. Elle allait aussi à l'église, elle avait ce respect des religions des autres, et donc j'ai grandi, j'ai eu la chance de connaître ces deux cultures, mais pas d'y pratiquer comme un vaudouisant, mais d'avoir ce respect parce que c'est mon identité et je l'accepte. La seule chose qui me dérange, c'est que quand je prends les transports ou que je dis vaudou. Ah, tu vois, mon sorcellier, tu vois, ce côté, tu vois ou pas? C'est le truc où dès que tu prends les transports, dès que tu dis que t'es haïtien, alors là, c'est pire. Déjà, quand tu dis que t'es béninois, je t'en parle pas. Oui. Alors quand tu dis que t'es haïtien au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est pour te dire que
tout le monde ne comprend pas et je pense que ça va prendre beaucoup de temps pour que les gens comprennent nos cultures sans forcément faire des amalgames ni quelque chose de moche à voir ni à raconter. Voilà. Le plus souvent, on associe toujours le rara à l'intérieur du vaudou. Ou il y a du vaudou dans le rara. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Vous avez entendu parler de ça? Bon, écoute, pourquoi? Vous avez déjà participé à un rara? Vous avez déjà vu le groupe rara en Haïti? Oui, parce que j'en ai même déjà reçu dans mes émissions des trucs. Oui, mais en Haïti. Ici, Vous avez vu évoluer le groupe rara? J'ai vu ça ici plus. Okay. En Haïti, non, pas vraiment. Mais je vais te dire ce que je pense. C'est évident qu'on associe le rara au vaudou. Pourquoi? C'est évident. Parce que c'est un mélange. Non, ça dépend. Ça s'imbrique. Non, c'est même pas question de mélange. C'est que quand on te dit rite Congo, rite Congo. En fait, dans le rara, tu as des rites qui appartiennent à des rites vaudous. Et ce sont des rites existants. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ouais. C'est-à-dire que chaque sonorité a ses rites au jour d'aujourd'hui dans le vaudou. Donc forcément, les gens, pour ceux qui connaissent l'histoire de chaque rite de tambour, de son, voilà, qui associent, forcément, ce sont des rites qui sont utilisés automatiquement pour dans les cérémonies aussi vaudou. Oui. Après, moi, je pense que le rara ne doit pas être assimilé au vaudou. Moi, j'aurais plutôt dit que ça. Ok. Tu comprends? Parce qu'on a des instruments traditionnels qui font partie de notre identité et ça ne doit pas être assimilé que au vaudou. Moi, par exemple, le rara, tu peux très bien entendre des rites rara dans un carnaval qui n'a rien à voir avec le vaudou. Tu vois? Mais l'assimilation, je t'explique, tu vois, professeur Chéri, se fait à cause des noms des rites qui sont identitaires au vaudou, qui sont déjà existants dans le vaudou. Oui, mais comment on arrive à disséquer tout ça? Parce que si le rythme réellement, parce que quand vous êtes là, moi j'ai déjà vécu tout ça. Parce que c'est quand le rara vraiment, quand c'est-à-dire le tambourineur ou le batteur, bien les petits bassistes qui sont à côté, voilà, qui commencent par réunir tout ça, il y a un son. Et c'est pareil si on va réellement assister à une danse, comme on dit, une danse de loi, une danse de vaudou. Vous voyez, c'est le même rythme. Alors, est-ce que le vaudou ou bien le rara n'est pas inclus dans le vaudou? C'est difficile maintenant. Hein? Mais si, forcément. Bon, vous voulez pas assimiler les deux, donc. Normalement, ces rites, c'est parce que les rites raras, il y en a plusieurs. Bon, je les connais pas tous de tête. Hein. Il y a rite Congo, rite ceci, ça. Et tu vas et en fait, ce sont des rites qui sont utilisés dans les danses vaudou, qui sont utilisés, tu vois, les noms et tout, donc, les particularités. Le rara vient du vaudou. Vous voulez pas dire ça, vous voulez pas assimiler ça. Mais vous voulez les séparer, rester, les deux sont différents. Non, je pense qu'après c'est l'état d'esprit. Si j'arrive dans un carnaval, ou quelque part, j'ai envie de faire du rara. Des rythmes que moi-même j'ai assimilé, voilà. Après, ça dépend de mon état d'esprit. Si j'ai envie que ce soit très Congo, très Nago, très ceci, je le fais. Si je veux pas, je le fais pas. Après, je pense que c'est une histoire d'esprit. Mais franchement, normalement, les gens l'assimilent, mais pour moi, non. Pour moi, ça peut très bien voilà. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, un Sénégalais pourra avoir une musique de chez lui qu'on appelle balafon? Tu sais, les espèces de petites guitares qu'on appelle balafon qui font partie de son identité propre. Donc, c'est les guitares du Sénégal. Pourquoi nous, les Haïtiens, on pourrait pas avoir aussi nos instruments de notre identité propre et qui voilà. Donc, non, pour moi, je l'assimile pas forcément au vaudou. Pour moi, il devrait même être dissocié. Il devrait même être associé. Pour moi, le rara fait partie de l'identité haïtienne, ça fait partie de la musique haïtienne quand il s'agit d'ambiance, d'événements, de carnaval, de ceci,
qui peuvent être utilisés aussi dans le vaudou, mais en dehors du vaudou, qui peuvent être aussi écoutés. Moi, j'adore le rara, je danse le rara, et même aujourd'hui, je vais même te dire la vérité, tu as même les DJ pour les jeunes aujourd'hui qui sortent dans les événements, qui mixent le rara et avec des sonorités haïtiennes, tu vois, où les gens dansent, où ils font des blagues, où ils racontent quel que soit le DJ qui le fait. C'est pour te dire que ça s'est démocratisé, c'est plus forcément assimilé au vaudou. Je ne pense pas. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut écouter du rara sans problème. Quelles que soient tes appartenances religieuses. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons prendre la deuxième pause, Régie, et puis on revient pour la suite de l'émission. Screenshot. Tous les jeux H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeux H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la suite et la fin de l'émission. C'est la dernière partie. Donc, avec nous, Donia Valk, journaliste Canal+, et puis influenceuse, et puis qui connaît de quoi elle parle. Oui, tout à fait. C'est très intéressant. C'est un sujet vaste, un sujet large. Donc, j'estime que Madame Donia est à la hauteur pour nous parler vraiment pour nous raconter vraiment toutes ces histoires, pour nous parler de sa culture, ou bien de la culture en quelque sorte. Donc, quand vous regardez vous-même, vous pouvez juger. Donc, elle maîtrise son sujet. Donc, je sais, Donia, que dans la communauté, vous faites pas mal de choses, surtout dans l'événementiel, vous êtes toujours là, donc quel que soit le jazz, le groupe, etc. Oui. Vous êtes manager, non? Êtes-vous manager? Non, je suis RP. Qu'est-ce que ça veut dire, RP? Relations publiques et communication. Voilà, donc je fais de la communication pour certains promoteurs et de la promo. Quand les jazz sont à Paris, et on leur donne un coup de main, on travaille, on essaie de pousser ces groupes qui viennent en région parisienne, qui sont affiliés à des promoteurs. Et nous, on est là pour couvrir les événements, les conférences de presse. Bon, parfois, on est juste invité, donc en tant que média, puisque en tant qu'haïtienne, ce serait dommage de laisser une haïtienne avec quand même des petites compétences de côté, ce serait bête. Donc on nous invite des fois juste pour couvrir, et des fois on a la chance de faire des partenariats où là voilà, on est sollicité, mais vraiment tout du long, interview, conférences de presse, communication pour ces groupes de musique, voilà. Et après, quand l'événement est réussi, oh là là, qu'est-ce qu'on a une satisfaction. Je crois que la satisfaction, elle est encore pire que le promoteur. C'est-à-dire que le promoteur, il est satisfait, et toi, tu dis, je suis satisfait, ça a été réussi, parce que tu te dis, j'espère qu'il sera fier de moi quand même, et qu'il me ressollicitera et qu'il me fera confiance pour les prochains événements. Oui, on a vu comment vous avez promoté Fatima l'année dernière. Est-ce que vous avez été satisfaite à la fin? Donc, dites-moi. Déjà, faut que tu saches, professeur Chéri, cet artiste, déjà, je l'aimais beaucoup avant.
Et je l'aime encore. Hein. Ok. D'ailleurs, dernièrement, je l'ai vue, elle m'a dit, oh, Dounia, comment ça va? Oh, qu'est-ce qu'elle est vraie, cette femme, c'est fou. C'est incroyable. J'aimais déjà cette artiste. Parce que je la suis depuis longtemps, donc je sais déjà ce que Fatima faisait dans le milieu, et c'était un très très bon choix. Et j'avais aussi envie qu'elle explique aussi ses combats, son nouvel album. J'avais déjà compris que c'était un combat qu'elle menait depuis longtemps entre elle et sa dépression, puisque pendant des années elle n'était pas venue sur le devant de la scène. Donc ça c'était ça. Et il y a aussi un truc qui m'a fait plaisir, c'est que je te connais déjà. Je connais Professeur Chéri depuis 2017 maintenant, ça fait quand même pas mal d'années. Donc de travailler déjà avec quelqu'un qu'on connaît un peu, qui me connaît un peu, que moi je connais un peu, qu'on connaît nos traits de caractère, forcément ça allait s'emboîter, et c'était un grand plaisir d'avoir travaillé à tes côtés, et j'espère travailler encore à tes côtés, d'en apprendre à tes côtés, parce que pendant cet événement il y a des choses que j'ai appris que je ne savais pas, donc c'est bien aussi. On a appris de vous aussi. Et j'espère aussi. On a appris de vous aussi. J'espère aussi, et j'ai passé un agréable moment. Merci. C'est surtout à la conférence. Hein. Oh là 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 là. D'accord, bon merci. Mais Dounia, ce que je voulais voir avec vous déjà, étant RP, donc l'évolution de la femme dans la musique haïtienne, dans le combat particulièrement. Vous, comment voyez-vous cette évolution? C'est bien, parce que là, on ne peut pas comparer les femmes avec les hommes, mais qu'est-ce que vous voulez dire des femmes particulièrement? Je ne vais pas voir les hommes pour le moment, les femmes. Est-ce que je dois dire la vérité, là? Dites-moi. Ouais, si ça vous dérange, moi, j'ai aucun problème, mais c'est à vous de voir. Comme étant RP, vous avez quand même votre opinion. Parce que vous évoluez même au milieu des artistes. Ça fait partie de la culture et de l'identité. Tu sais, hein, je vais te dire, je vais le dire aux téléspectateurs, et je remercie vraiment. J'aime pas dire fan, parce que tu sais, quand on dit fan, c'est un peu, c'est comme si on s'aime trop. Oui, j'ai toujours peur de dire fan, mais je remercie vraiment tous mes followers qui me maintiennent le souffle comme ça hors de l'eau, qui me soutiennent vraiment dans mes combats personnels, tu vois, des fois conflictuels, dans ce milieu qui est pas facile, ce qu'on appelle le milieu haïtien. Ok, et je les remercie beaucoup, tu vois, parce que j'ai travaillé avec des gens, des associés, des personnes qui me rabaissaient, qui me diminuaient, ou des fois on m'a dit tu dois maigrir, des fois on m'a dit t'es grosse, voilà, enfin, je vais pas citer de nom, mais je pense que les gens se reconnaîtront. J'ai pas eu toujours cette chance que vous voyez, et ce qui fait que je pense qui a fait que je garde la tête hors de l'eau comme ça et que je suis c'est parce que je pense que c'est parce que je suis dedans depuis 15 ans. Je pense que l'expérience aussi elle forge. Et effectivement, ce que tu dis au sujet des femmes, je l'ai dit dans mes vidéos où je lutte tout le temps pour ça. Et j'avais pris l'exemple de Ruchel Guillaume. J'avais pris l'exemple de Ruchel Guillaume parce que elle a malheureusement, elle subit au jour d'aujourd'hui, et ça faut le dire, de la discrimination. Moi j'appelle ça de la discrimination. À partir du moment où tu discrimines une femme, des propos androgynes, des propos d'elle avec des noms de oiseaux, tous les noms, Ruchel Guillaume. Alors qu'elle a un talent inouï. C'est l'une des chanteuses haïtiennes qui a ramené le compas au féminin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est elle qui a ouvert la porte au compas féminin. Parce que, oui, c'est elle. Vous osez? Oui, c'est elle qui a ouvert la porte au compas féminin. C'est Ruchel Guillaume. Qu'on le veuille ou pas, c'est Ruchel Guillaume. Est-ce qu'avant 2014-2013 que Ruchel Guillaume chantait, vous avez beaucoup connu des femmes qui faisaient du compas dans le milieu haïtien? Est-ce que vous en avez connu? Des chanteuses haïtiennes, oui, mais qui faisaient du compas. Est-ce que vous en avez connu? Avant cette période-là. Tu en as connu des femmes qui faisaient du compas? Il y avait Georgie, il y avait Maggie. Qui faisaient du compas? Du compas? Bah oui, Georgie. Compas haïtien. Georgie dans le groupe Zin, c'était pas du compas?
Je sais pas moi. Je sais pas. Moi, pour moi, cette femme-là, elle a démocratisé dans le féminisme, dans les femmes, dans le fait de démocratiser, de donner aussi cette chance à toutes ces femmes de faire aujourd'hui du compas. Parce que moi, pour moi, ces artistes-là dont tu me parles, je les mettrais, ce sont des artistes, mais pas du compas. Tu vois, moi, pour moi, c'est elle. Et elle a subi toute discrimination. C'est pour te dire que dans le milieu, alors que moi j'en suis sûr que elle a subi ça. Je suis désolée de le dire, hein, téléspectateurs, vous allez me taper tout ça, mais moi je pense qu'elle a subi ça parce que c'est une femme. Oh, Clairement. Parce que c'est une femme qui se laisse pas faire, qui a du caractère, qui s'il faut, elle a du répondant, elle a du talent, elle a été aussi victime d'agression. C'est une femme qui est dominante. C'est une femme dans un monde de la musique haïtienne où il y a encore de la misogynie, où les femmes ont pas encore la place tant méritée. D'accord, qui a su s'imposer, voilà, qui a su s'imposer. On a Annie Alerte aussi qui fait un travail aussi extraordinaire. Bon, je la mettrai pas comme un truc, même si ça fait des années qu'elle chante, parce qu'elle, elle chante depuis 18. Ça, c'est des femmes qui chantent depuis l'âge de 15-16 ans. Hein. Elles ont commencé très jeunes dans le milieu de la musique. On a beaucoup de femmes qui font un travail extraordinaire, mais le compas aujourd'hui s'ouvre un petit peu plus aux femmes, mais autour de ce milieu, je trouve que c'est encore très difficile. Qu'en est-il de Bédine? C'est encore très très difficile, je trouve. Bédine, écoute... Je ne voulais pas de camper Bédine par rapport à Richel, mais si... Qu'est-ce que vous voulez dire d'elle, des deux là? Bédine, elle a un talent inouï, elle a beaucoup de potentiel. C'est une femme qui a un grain de voix, elle est extraordinaire, que j'aime beaucoup. Ok. Mais vous avez une petite préférence? Non, c'est pas une question de préférence, c'est une question de logique. Okay. On peut pas comparer, malgré que j'aime beaucoup Bédine hein, et que j'adore, mais on peut pas comparer Bédine et Richel. Ok. Tu vois, c'est comme si moi je comparais mon expérience avec la tienne. Tu peux pas, parce que tu es plus âgé que moi. Vous êtes plus calé que moi. Vous êtes plus madé que moi. Non, tu as plus d'expérience que moi. Qui dit ça? Mais non. On peut pas comparer. Tu peux pas comparer Richel et Bédine, parce que Bédine, elle a encore à en apprendre. Ok. D'accord. Au contraire, ces femmes-là, pour moi, elles doivent se soutenir, elles doivent se solidifier, elles doivent travailler ensemble. Tu vois, parce que non, elles doivent normalement, elles doivent travailler ensemble, parce que l'une a à apprendre de l'autre, l'autre a à apprendre de l'autre, et toutes les deux, elles ont à apprendre l'une de l'autre. Tu vois. Mais en soi, on peut pas les comparer dans un contexte où Bédine, l'expérience que Richel elle a eue, Bédine l'a pas encore eue. Elle, pour l'instant, elle est encore avec Cadillac, scène toute seule ouverte, des grandes scènes, tout ça. Elle a pas encore fait le quart de l'expérience de Richel. Mais vous estimez que Bédine aussi a apporté beaucoup de choses qui n'existaient pas dans le compas bien avant, hein, sur la scène, non? Moi, je pense que ce qu'elle a apporté, c'est ce côté décomplexé. Elle a apporté quelque chose de décomplexé, c'est-à-dire que ce soit par son style, par ses tenues, de s'assumer, d'être sûre d'elle. Ce grain de voix aussi qui est très unique, parce qu'elle a un grain de voix qui est très unique, qui voilà. Bédine, c'est une artiste éclectique. Wow. C'est une artiste pour moi qui ne doit pas faire que du compas. C'est une artiste pour moi qui peut ramener, à l'instar de Jouer doit être filé, qui peut ramener le compas à l'international. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Parce que surtout elle chante en anglais. Oui, parce que tu vois, pour moi, en tant que féminine, c'est l'une des femmes qui pourrait ramener le compas à l'international en tant que féministe, voix féminine, comme Jouer doit être filé, qui nous a beaucoup aidé, je pense, dans le compas. Je pense qu'elle peut, parce que elle a ce grain de voix, ce côté magique dans sa voix, où c'est une femme, tu peux lui donner de la soul, de la R&B, du compas, tu peux tout lui faire chanter.
Voilà pourquoi je te dis que pour moi, elles doivent s'apprendre l'une à l'autre. Quand je parle de Ruchel Guillaume, parce que Ruchel Guillaume, pour moi, c'est une femme qui est encore coincée, qui est encore coincée que dans la culture haïtienne pour moi, caribéenne. Tu vois, elle est un peu coincée. Parce que quand on dit qu'elle a eu pas sexualisé. je trouve qu'elle a beaucoup de talent, mais je trouve qu'elle arrive pas encore à porter sa musique à travers des transatlantiques. Transatlantique, ouais. Tu vois, vers l'Europe, tout ça. Si, vers l'Europe, elle l'apporte parce qu'il y a des Haïtiens. Oui, il y a des Haïtiens. Mais quand même, quand tu vois que Beijing, c'était l'une des premières personnes qui avait touché le Niger, enfin des pays anglophones africains, c'est un petit peu grâce à elle. Après, je dis pas qu'elle a pas touché les autres publics Ruchel, mais ça n'a pas eu le même impact. Ouais. C'est-à-dire que l'impact était peut-être pas assez grand, ou alors je sais pas, parce que j'ai vu qu'elle avait été en Côte d'Ivoire. Elle a fait aussi des featuring avec des artistes camerounais. Un artiste camerounais entre autres qui est anglophone. C'est un très beau titre que j'aime beaucoup. C'est une femme qui est fou du live. Elle a un talent inouï en live. Donc voilà pourquoi je te dis qu'elles doivent s'apporter mutuellement. C'est ça que je veux dire. Si toutes les deux elles pouvaient s'emboîter, je pense que l'une pouvait aider l'autre. Tu vois, l'autre peut-être à aider l'autre un peu plus à s'extoriser, être un peu plus. Mais comment vous comprenez la polémique qui existe entre les deux là? C'est les fans qui font la polémique ou bien les deux vraiment sont dans la polémique? Qu'est-ce que vous pensez vous-même? Je pense que non, je pense que les fans ont exagéré. Mais je pense que elles ont un coup de froid. Vraiment entre elles. Ouais. Je pense qu'elles ont un coup de froid. Tu sais, c'est pas facile, hein. Déjà, moi, je viens de te parler en tant qu'animatrice, j'ai subi de la misogynie des fois, voilà. Moi, aujourd'hui, si tu vois que dans le milieu haïtien, je suis respectée et que pas mal de promoteurs respectent et pas mal des animateurs au jour d'aujourd'hui me respectent, c'est parce que je me suis imposée. Ouais. Ouais. Je me suis pas laissé faire. Ok. Tu comprends? Oui. J'ai dit attention. C'est pas parce que je suis ça, vous allez m'écraser. Et des fois, on va dire Dounia, elle a un sale caractère. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas forcément le caractère qui fait truc. C'est parce que je sais imposer des choses que je ne souhaite pas. J'ai pas envie qu'on dise de moi des méchancetés, des choses qui sont pas vraies. Parce que oui, j'ai déjà été au lit avec elle. Tu vois, je te donne un exemple. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on rencontre parce que une amitié fille-garçon dans la chimie, c'est tout de suite vu. Oh, regardez, t'as semblé yo de yap. Tu vois, alors que non. Tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est des petits trucs comme ça. On est encore très fermé sur les amitiés filles-garçons. Déjà, c'est compliqué dans le truc haïtien. Mais je peux te dire, en tant qu'animatrice, j'ai déjà bavé. Mais imagine-toi, je serais artiste. Oui. Artiste. Donc, je me mets même pas, je me mets un quart à leur place et je me dis, quelle pression! Le pression d'être les meilleurs, la pression d'être la meilleure, la pression de vendre plus de disques, la pression de lui, il a dit, elle a dit, la pression de, voilà. Et je pense que c'est ce qui a créé entre elles une certaine division. Et c'est dommage. C'est ce qui fait le marché aussi, en principe. Par rapport à tout ça, le marché, ça. Tu sais, hein, l'haïtien, il est très bizarre. C'est ce qui fait marcher le marché, mais c'est très dangereux. L'haïtien, il peut te monter, mais il peut te faire tomber. Pourquoi vous êtes haïtien? C'est pas ça. Non, parce qu'on parle du public haïtien qui suivent plus ces gens-là. Ouais. Les haïtiens, ils peuvent te faire monter, mais ils peuvent aussi te faire tomber. Je trouve que c'est très dangereux de jouer à ce jeu-là. On l'a vu avec Chefline, hein. Aïe. On l'a vu avec Chefline. Tu vois, c'est très dangereux de jouer à ce jeu-là parce qu'un jour tu vas sortir peut-être un truc qu'il faut pas, tu vas peut-être dire quelque chose qu'il faut pas, peut-être les fans ils vont aller signaler ta page là, peut-être que ça peut aller dans des proportions démesurées et peut-être qu'un jour les fans ils vont complètement te tourner le dos et le temps de revenir ça peut prendre des années, alors que tu dis punaise je me suis battu pendant 10 ans pour avoir cette carrière et un jour tout est tombé. Donc je trouve pas que ce soit sain. Et je trouve pas que ce soit bien. Moi, je pense que les femmes, entre ce qu'on souhaite, ça veut dire que la solidarité féminine entre ce qu'on souhaite, qu'on aurait rêvé, qui est pratiquement impossible.
Et ce que je veux dire, la solidarité féminine, elle n'existe pas. La solidarité féminine, elle existe à partir du moment où toi, tu as grandi dans un esprit de solidarité, de compréhension, d'appréciation et d'entraide. Là, automatiquement, tu vas avoir ce côté solidaire et cette solidarité féminine. Moi, j'ai grandi où je devais, par exemple, aider les gens, voyager, aller dans certains pays, être empathique, aider ceux qu'on avait besoin. J'ai grandi comme ça. Donc, automatiquement, moi, je vais toujours chercher, et c'est pour ça que j'ai toujours travaillé dans les travails d'équipe, j'ai toujours cherché cette solidarité chez les gens, tu vois. Mais si toi, t'as pas grandi comme ça, t'as grandi tout seul, tu t'es fait tout seul, tu connais pas ce que c'est, bah, du coup, tu sais pas trop ce que c'est que la solidarité, finalement. Donc là, tu vas commencer à être égoïste et tu vas commencer à travailler pour toi. Et après, ça va créer peut-être, chacun fait son truc de son côté. Mais je pense qu'il y a un problème de caractère, il y a un problème de rivalité parce qu'elles sont pas du tout dans la solidarité, ce que je viens de te dire, féminine. Et quand tu n'es pas dans la solidarité féminine parce que ton esprit, tu n'as peut-être pas grandi parce que l'autre a grandi, il a bavé, il y a tout le monde qui lui fermait les portes. Moi, je te parle par exemple de Rachel, elle a eu du mal à monter les échelons. L'autre, parce qu'ils ont commencé sur le net, Cadillac, ils ont chanté au départ sur le net, tout ça. Chacun son histoire, chacun son vécu, et peut-être que les deux ne s'emboîtent pas. Les deux ne peuvent pas s'emboîter. Mais ça veut pas dire que c'est perdu. Moi, je dis pas que c'est peine perdue. Je dis que tôt ou tard, un jour, j'espère que, comme on dit la canouille a fait, un petit shit à palais, et puis elles trouveront une solution. Mais voilà. Mais après, je t'ai expliqué les points positifs et les deux. Bédine, je pense qu'elle peut ramener le compas très loin. Rachel, je pense que c'est l'une des meilleures chanteuses au jour d'aujourd'hui féminines du compas haïtien qui a ramené le compas à l'autre level dans la communauté haïtienne, qui a porté le compas où là, les portes étaient fermées. D'accord? Et je pense que toutes les deux ont quelque chose à apporter à la communauté haïtienne et on compte sur elles. On compte sur elles parce qu'on a déjà eu du mal à avoir les portes ouvertes avec dans la musique. Ça fait pas longtemps que les femmes haïtiennes elles commencent à se dévoiler vraiment dans la musique. À l'époque, on les mettait au rang de derrière les chanteurs de jazz. On les mettait derrière et elles faisaient les voix. C'est très difficile pour une femme d'être devant. Maintenant elles sont devant. Donc profitons de cette joie pour pouvoir développer le compas féminin. Voilà. D'accord. Tonia, on est arrivé à la fin de l'émission. Mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Ah. Non, mais c'est pas une émission. Je voudrais juste. Peut-être vous attendez à une question de moi, mais j'ai pas eu le temps de le poser. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez un conseil pour les femmes, pour les hommes, je ne sais pas, pour la communauté. Comment vous les voyez, comment elle vit, vous diriez quoi? Bon, pas pour les hommes du coup, parce qu'on est en mars, donc on va profiter. On va donner des conseils aux femmes. La seule chose que j'ai à dire, c'est ayez confiance en vous. Voilà, ayez vraiment confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Soyez fiers de qui vous êtes. Entourez-vous de bonnes personnes positives. Et si vous sentez pas telle personne, tournez-lui le dos, mais évitez les clashs, les disputes, les rages. Et il y a une chose que moi j'ai appris, c'est que si vous pouvez vous dire les choses, dites-le. Profitez, discutez, voilà. Vous asseyez-vous, communiquez entre vous, voilà. Mais il y a une chose qu'il faut faire attention. Il faut pas qu'une femme. Alors moi, ce qui me pique les oreilles, c'est quand une femme tente de rabaisser une autre femme. Ça, c'est un truc Vous êtes toujours dans la solidarité féminine. Ça me dérange un peu. Après, oui, parce que comme je t'ai dit, j'ai cet esprit-là, parce que j'ai grandi comme ça. Mais tout le monde ne peut pas être dans la solidarité féminine. Mais en tout cas, dans la bienveillance, si vous n'êtes pas dans la solidarité féminine, dans la bienveillance, essayez de vous protéger et de dénoncer quand il faut dénoncer. Voilà. Soyez un petit peu militante avec vous-même et avec les autres. Si vous pouvez apporter une aide quelque part, faites-le. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis
bon courage à nous et battons-nous toujours pour nos droits parce qu'elles sont pas encore totalement exécutées. On va prier pour que ça se fasse incessamment sous peu. En tout cas, bon courage à vous les femmes. Voilà, en ce mois de la femme, parce que j'ai pas eu le temps de le dire. Et encore plein de belles choses à vous. Vous êtes des femmes uniques. On est tous, on donne la vie. Voilà, on est les racines, sur terre. Donc, battons-nous pour que nous soyons bien entourés. Voilà, à bientôt. C'est tout. Merci, Dounia. Merci. Le thème qu'on vient de traiter, c'était femmes, culture et identité. J'avais avec moi Madame Dounia Valtre et une femme, je disais tantôt de l'émission, à l'introduction, qu'elle ait passé la présentation parce que elle ouvre pas mal de portes dans la communauté et pour les autres aussi. Donc, elle accompagne toujours des gens. Elle est serviable, elle est toujours au service de tout le monde. Elle est prête à rendre service. Donc, voilà, nous, Télévision H-Live, travaillons toujours pour la communauté. Nous sommes uniques en Europe, mais nous continuons toujours sur cette thématique, les femmes. Femmes, oui, nous estimons que c'est important de parler, de prendre un mois entier parce que le monde prend une journée, mais nous, à la télévision, nous prenons un mois. Le mois de mars, nous avons décrété à la télévision mois de femmes. Pendant tout ce mois-ci, nous recevons et nous continuons à recevoir que des femmes. Oui, c'est spécial, que des femmes. Donc, voilà, thème femmes, culture et identité. Encore une fois, Dounia, merci d'être déplacée, d'arriver jusqu'ici sur le plateau de la télévision H-Live, à l'émission Screenshot, pour vraiment partager, je peux dire, vos expériences et puis ce que vous savez, ce que vous connaissez, donc les petites blagues, les petites contes, la culture haïtienne. Oui, vous êtes imprégné de cette culture et comme vous avez dit à l'émission, vous partagez. Vous êtes là pour partager cette culture-là avec aux autres, pour que les autres puissent savoir que Haïti est un pays de grande culture, est un pays de culture riche. Oui, vous avez dit que la culture, elle est très très riche et on n'arrive jamais à découvrir toute la culture ou bien toute la richesse de la culture haïtienne. Voilà, mesdames, messieurs, comment nous allons mettre fin à cette émission. C'était Dounia Val qui était avec nous comme invité, mais aujourd'hui, donc c'était la 56e émission. La 57e, c'est pour bientôt, jeudi prochain, avec deux super femmes. Madame Marie Cyprien, qui sera là avec nous, diplomate, docteur, auteur, autrice. Donc, ensuite, madame, accompagnée de madame Suzette Noël Montpérous, donc, Rêvons pour Haïti, présidente et ensuite directrice, qui milite dans la communauté aussi. C'est une femme aussi qui ne joue pas avec les mots. Voilà deux femmes que nous allons avoir jeudi prochain. Et puis, comme ça, nous allons enchaîner avec, et puis on va conclure le mois avec des super femmes. Merci Dounia, et merci à vous, téléspectateurs et téléspectateurs. Rendez-vous à bientôt. Une autre émission. Bye bye tout le monde. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeudis, H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Vous qui aimez l'histoire, l'art,